De toutes les batailles de Napoléon Ier, l'histoire en a retenu ses grands affrontements, comme Trafalgar en 1805, Iéna en 1806 ou Waterloo en 1815. Très peu, en revanche, connaissent la dernière victoire de la Grande Armée, un combat qui, s'il avait pu être mené jusqu'au bout, aurait peut-être changé le cours de l'histoire. À quelques kilomètres au sud de Bruxelles, alors que les Français sont à près de 1 contre 2 dans la région, l'empereur surprend les Prussiens avant que les renforts de Wellington n'aient eu le temps d'arriver. La bataille de Ligny se transforme en véritable déroute pour la coalition, prise de vitesse encore une fois. Dans cette mini-série de vidéos sur la garde impériale, nous verrons comment l'élite de l'élite, les vétérans parmi les vétérans, les meilleurs parmi les meilleurs soldats d'Europe, se sont battus dans un décor apocalyptique. Sous la pluie, en plein orage d'été, dans un village en proie aux incendies les plus terrifiants, la vieille garde engage un combat sans pitié au corps à corps. La bataille est désespérée, le nombre de morts est sidérant, les soldats se battent jusqu'au bout, mais la hiérarchie fait trop d'erreurs et manque de panache. Napoléon, malade, ne peut pas tout contrôler, comme un signe prémonitoire de la défaite de Waterloo. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Napoléon. Si vous aussi, la rentrée des classes, le retour dans les transports et la fin de l'été vous dépriment, retrouvez le sourire par un plongeon dans l'histoire impériale. À la boutique Napoléon comme sur son site internet, vous pouvez trouver le parfait cadeau pour vous-même ou votre partenaire. Bâton de maréchaux, sabre et pistolet pour les plus valeureux, stylo plume, bustes et livres à collectionner pour les plus studieux, médailles, montres et parfums pour les plus aguichants. Vous trouverez ici de quoi nourrir votre passion pour la Grande Armée. En rapport avec le sujet du jour, la boutique vous propose des répliques de sabres briquets utilisés par la garde impériale. Vous trouverez également le modèle des sapeurs, des marins et des chasseurs à cheval, sans compter les nombreuses figurines et les drapeaux brodés main. Sans plus attendre, faites-vous livrer directement chez vous ou venez faire vos achats dans la boutique, située derrière le Palais Royal, à Paris. Alors vive l'empereur et vive la boutique Napoléon et profitez du code Bataille 10 pour 10% de réduction. Au mois de juin 1815, alors que Napoléon a fait son retour de l'île d'Elbe, l'empereur est déclaré ennemi du monde par l'Europe. Celle-ci, réunie à Vienne pour réorganiser un continent bouleversé par la Révolution française, ne tolère pas son retour à Paris et lui déclare la guerre. Manque de chance pour le chef de la Grande Armée, alors qu'il aurait besoin de chaque ressource pour battre la 7e coalition, sa propre nation n'est pas entièrement derrière lui. Le retour de la monarchie, en effet, dont les conditions ont été fixées par la grande bourgeoisie parisienne, arrangeait beaucoup de monde dans le pays. Les zones maritimes comme Bordeaux ou Marseille se révoltent pour éviter le retour de l'embargo britannique, les campagnes bretonnes et la Vendée se soulèvent au nom du roi, les caisses de l'État sont vides et beaucoup de fonctionnaires font défection. Pourtant, l'urgence est absolue pour Napoléon. Son armée n'est forte que de 225 000 hommes et l'Europe en fait marcher 800 000 à ses frontières. Rapidement, la seule solution pour l'empereur est d'engager le combat contre des troupes isolées. Sur les 800 000 hommes dont dispose la coalition, 230 000 ont pris position en Belgique, au sud de Bruxelles. Le plan de Napoléon est donc le suivant. Si l'armée du Nord, avec ses 125 000 hommes, surprend tout à coup les deux armées ennemies, elle aurait une chance de l'emporter même à 3 contre 5. En plus d'avoir l'effet de surprise, les soldats français sont des vétérans et sont de meilleure qualité que dans le camp d'en face. Et puis, de toute façon, les Bourbons les ont tellement maltraités, en réduisant leur solde de moitié pour faire des économies, qu'ils sont prêts à tout pour maintenir l'Empire en place. Ensuite, quand les nouvelles de la victoire se répandront partout en France, Napoléon est persuadé que la nation se lèvera comme un seul homme pour le soutenir. Confiant, il réunit donc son armée près de Charleroi et passe la frontière le 15 juin. Pour plus de détails sur les préparatifs, les mouvements et les stratégies de cette campagne, n'hésitez pas à regarder notre série sur les 100 jours. Néanmoins, même si elle est surprise par le déploiement de l'armée du Nord, la coalition se ressaisit rapidement grâce à deux imprévus côté français. D'abord, des difficultés d'organisation dues à l'absence de Berthier, qu'on surnomme la colonne vertébrale de la Grande Armée. Son remplaçant, le maréchal Soult, n'a pas d'expérience de chef d'état-major et se trompe dans les ordres transmis. Résultat, l'avancée française est retardée d'1 jour, ce qui permet à Blücher de réunir une armée entre Sombref et Ligny. Deuxième imprévu, l'armée du Nord est un véritable nid d'espions. Louis XVIII, depuis son lieu d'exil à Gand, récupère des informations de très haute importance et les transmet à Wellington. Le Britannique met donc ses hommes en alerte et prévient le prince d'Orange, qui tient la position des 4 bras. Ainsi, le 16 juin, Napoléon surprend les Alliés, mais ne les prend pas au dépourvu. Les Prussiens se sont regroupés à Ligny et sont 90 000. Les Anglo-Néerlandais affluent progressivement vers les 4 bras et seront bientôt 40 000. Mais qu'importe, l'empereur est tellement pressé qu'il veut passer à l'offensive à n'importe quel prix. Rapidement, avec l'objectif de battre une des deux armées ennemies avant qu'elles ne se réunissent, Napoléon engage les Prussiens avec 3 corps d'armée dont la garde. Il n'a donc que 67 000 hommes à opposer à des Prussiens plus nombreux,
mais il espère des renforts. De l'autre côté, en effet, Ney doit s'emparer des 4 bras, verrouiller la position face aux Britanniques, puis envoyer son premier corps prêter main forte à Napoléon. En complément, la cavalerie française sous les ordres de Grouchy se réunit en masse au sud de Ligny. Ainsi, les Prussiens seront pris en tenaille et seront écrasés en une journée. L'empereur a toute confiance. Si tout se passe bien, écrit-il dans une lettre, pas un seul de leurs canons ne nous échappera. Le matin du 16 juin 1815, dans les environs d'une ville appelée Sombref, le feld-maréchal Blücher organise ses défenses. Pour résister aux assauts français, dans l'attente des renforts britanniques, il occupe une position très forte en maximisant le terrain. Protégé par le ravin d'une rivière, large d'environ 1 mètre, le cours d'eau est complété par des marécages qui rendent sa traversée difficile. De plus, la zone est parsemée de villages qui sont autant de points d'appui défensifs. Vagnolé, Saint-Amand, Ligny, Tongrenel et Poigné sont investis par les Prussiens. Comme le reste du terrain compte beaucoup de petits hameaux, de fermes et de champs de blé, Blücher est très confiant dans sa position. Il fortifie quand même son flanc droit avec des barricades, des troncs d'arbres et des palissades. C'est en effet par là que les Anglo-Néerlandais pourraient débarquer avec du renfort. L'armée prussienne se déploie ensuite sur 2 lignes, une en avant-garde contre le ruisseau, de Vagnolé jusqu'à Boigné, une deuxième en réserve entre le moulin de Brie et le hameau du Point du Jour. Quand Napoléon arrive à Fleurus, à 10h précises, il se rend compte de la difficulté de la tâche. Non seulement les coalisés sont plus nombreux que lui, mais de plus, ils ont eu le temps de fortifier leur position. Qu'importe cependant, dès lors que ses corps d'armée sont arrivés, il passe à l'offensive. D'abord, le général Vandamme doit donner l'assaut sur Saint-Amand, ainsi que sur le hameau à sa gauche. Dans le même temps, le maréchal Gérard doit prendre d'assaut le village de Ligny. Ensuite, quand les Prussiens seront occupés à renforcer la zone située entre Vagnolé, Ligny et Saint-Amand, le premier corps d'armée, envoyé par Ney, devra débarquer tout à coup sur les arrières. Normalement, l'apparition soudaine de renforts devrait obliger Blücher à se redéployer, mais Napoléon ne le laissera pas faire. Dès que l'aile gauche des Prussiens s'en ira vers le village de Brie, la garde impériale fera son entrée en jeu. En cassant le dispositif ennemi, en plein sur le centre, elle pourrait semer la panique dans les rangs adverses. La cavalerie de Grouchy, par la suite, n'aura plus qu'à s'engouffrer dans la brèche. Confiant, Napoléon fait installer une grande batterie sur une colline, à l'est de Fleurus. L'emplacement est idéal, les canons peuvent pilonner les défenses prussiennes sur la gauche, ainsi que tenir en respect les renforts sur la droite. À 15h, les plans sont transmis aux officiers. Vandamme et Gérard se lancent à l'assaut de Saint-Amand et de Ligny. L'engagement commence bien pour les Français, avec un combat remporté dans le hameau de Saint-Amand-la-Haye. Dans un affrontement très violent, sur une petite zone d'à peine 1 km², une division française et une division prussienne se livrent un combat sans merci au corps à corps. La haine, entre les deux camps, est devenue viscérale depuis la Révolution. Les Prussiens se souviennent de Iéna en 1806, les Français se souviennent des pillages de 1814. Résultat, pour un simple hameau, 4000 Français et Prussiens sont tués, blessés ou prisonniers en seulement quelques heures. Le sol est tellement jonché de cadavres qu'on ne peut même plus manœuvrer correctement. À droite, les Français font également des progrès rapides. Une division parvient à enfoncer les lignes et à s'emparer de l'église de Ligny. Malheureusement, une décharge de mitraille fait tomber 500 braves en quelques minutes et la division recule. Napoléon fait donc avancer de l'artillerie, fait tirer à boulet rouge sur le village, dont les maisons prennent feu, puis fait relancer l'assaut à la baïonnette. Blücher, du haut du moulin de Brie, sent que les défenses sont sur le point de céder et fait engager ses réserves. Dans un premier temps, il fait reculer l'assaillant dans toutes les directions, mais, dans un second temps, ses éclaireurs lui apportent une nouvelle catastrophique. Un corps d'armée français est aperçu au nord-ouest et sera là en fin de journée. De plus, les Anglo-Néerlandais annoncent qu'ils sont attaqués par le maréchal Ney et que Blücher doit se débrouiller seul. Puis, soudainement, contre toute attente et contre toute logique, les renforts de Napoléon font demi-tour. Furieux, l'empereur demande des explications et renvoie des messages pour convier à son secours. Sans le premier corps, en effet, les Prussiens ne peuvent être battus complètement. Et rappelons-le, les Français sont à 2 contre 3 dans la région et à 1 contre 6 en Europe. Ainsi, alors que Napoléon aurait besoin d'un plan d'exécution parfait s'il veut l'emporter, l'une de ses manœuvres clés lui file entre les doigts. En réalité, c'est l'état-major de Soult qui n'a pas su se coordonner avec le maréchal Ney. Quand l'empereur a transmis ses ordres au premier corps, le brave des braves n'en a même pas été informé. Devant la pression des Anglo-Néerlandais, il a rappelé sa troupe de toute urgence en exigeant qu'elle fasse demi-tour. Ney, malheureusement, ne s'est pas rendu compte qu'il privait Napoléon d'un renfort essentiel. Le temps que le premier corps fasse un volte-face et se remette en direction de Ligny, il est déjà trop tard pour créer la surprise. En effet,
Profitant des erreurs côté français, Blücher engage des réserves très importantes pour repousser l'assaillant. Malgré l'engagement de la jeune garde côté français, et malgré la prise du village de Tongrenel par Grouchy, l'empereur doit se rendre à l'évidence. S'il veut éviter de s'avouer vaincu, il doit jouer le tout pour le tout et enfoncer le centre des Prussiens. À 19h devant Sombref, les Prussiens prennent le meilleur sur les Français. Partout, les assauts sont repoussés et l'armée du Nord ne peut pas franchir la rivière. Coincé, car il sait que l'Europe a 800 000 hommes à lui opposer, Napoléon jette ses derniers jetons sur le tapis. 10 000 hommes de la vieille garde, les meilleurs parmi les meilleurs soldats, doivent marcher tout droit sur Ligny. Mais comme le village est en flammes et que l'ennemi est nombreux, les vétérans vont droit au massacre. L'empereur a beau réunir 90 canons devant le village, il a beau cracher une marée de plomb sur les défenseurs, difficile d'y entrevoir la moindre chance de succès. Cependant, les immortels, comme la vieille garde est surnommée, peuvent compter sur une réputation. D'abord, au sein de leur propre camp, la simple vue de la troupe d'élite redonne du cœur aux soldats. Comme l'a dit l'historien Henri Lachoucque, que la bataille vienne à prendre un mauvais tournant, on savait que ce corps prestigieux enfoncerait les lignes ennemies. Ensuite, dans le camp d'en face, la vieille garde a toujours un effet psychologique sur l'adversaire. La chance étant du côté de Napoléon, pour la dernière fois, un orage s'abat tout à coup sur le champ de bataille. L'occasion, pour le général Roguet, de s'exprimer ainsi: « Le premier Français qui me ramènera un prisonnier prussien sera fusillé. » Autrement dit, pas de quartier, entre le déluge et les flammes de l'incendie, la troupe se jette sur les défenseurs au cri de « Vive l'empereur !» Les hommes, se souvient le major Damitz, les hommes s'égorgeaient comme s'ils furent animés d'une haine personnelle. Il semblait que chacun vit, dans le soldat qu'il avait en face, un ennemi mortel. Tous se réjouissaient de pouvoir se venger. Cette bataille, conclut le Prussien Gneisenau, peut être considérée comme l'une des plus acharnées dont l'histoire ait fait mention. Les combats de rue, en effet, sont propices aux affrontements les plus sauvages entre deux camps qui se haïssent. Quand les hommes n'ont plus de munitions, ils dégainent les sabres, les couteaux ou les haches et se rendent dedans, comme si leur corps était possédé par la violence. Il semble qu'au nom des logiques impériales de Paris et de Berlin, les soldats aient oublié leur part d'humanité pour devenir des machines à tuer. Plus tard dans la soirée, et contre toute attente, les immortels font une percée sur le village. Toute l'armée prussienne est en déroute, Blücher est obligé de se déplacer personnellement pour rétablir l'ordre dans ses rangs. Rien n'y fait cependant, son centre est complètement disloqué et les Prussiens battent en retraite. La bataille de Ligny se transforme en défaite totale pour Blücher, qui peine à contenir la panique qui s'empare de son armée. Dans la confusion, le feldmaréchal tombe même de son cheval et reste bloqué, sous l'animal, pendant quelques heures. Les Français, heureusement pour lui, passent devant sans l'apercevoir. Bref, alors que la tombée du jour force l'arrêt des combats, Napoléon remporte une victoire, mais de manière incomplète. Blücher peut s'enfuir après avoir perdu 13 000 hommes. Si l'on compte les déserteurs saxons qui s'enfuient, les Prussiens perdent quasiment 20 000 soldats en seulement une bataille, soit un quart des troupes engagées. Les Français, pourtant en infériorité numérique, n'en ont perdu que la moitié, soit 10 000 environ. Ainsi, 2 jours avant la bataille de Waterloo, les Français n'ont-ils pas manqué une occasion de changer le cours de l'histoire? Si le premier corps avait pu faire sa jonction avec l'empereur, si Blücher avait été capturé par la garde, comment les Alliés auraient-ils réagi? Les Prussiens le savent très bien, ils ont échappé à une destruction quasiment complète de leur armée. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir ce qu'il se serait passé en cas de victoire française en 1815, n'hésitez pas à regarder notre chronie faite avec Alteris. Sinon, vous pouvez laisser un j'aime et un commentaire sous cette vidéo et activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons à Waterloo pour raconter le dernier carré face aux Britanniques et aux Prussiens.